Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence et aussi d'être aussi nombreux ce matin, ce qui traduit bien entendu tout l'intérêt de ce sujet et d'ailleurs qui rejoint le terme précarisation. Vous avez vu qu'on n'a pas choisi précarité mais précarisation, c'est-à-dire quelque chose qui reflète une tendance. Évidemment, quand il y a des tendances, on a envie de se poser la question de savoir comment on agit. Alors, moi, je suis modératrice de la session et je vais pas rajouter d'introduction aux introductions. Et mon propos, préparé avec Stéphanie Van Den Toren, qui est responsable du programme Inégalité sociale de santé à Santé publique France, c'était de faire un bref rappel sur les concepts de pauvreté et précarité, sur des définitions ou des points de repère. Pourquoi c'est important d'avoir des définitions et des points de repère ? Ce n'est pas seulement un enjeu théorique, c'est un enjeu très important pour deux raisons. La première, c'est que lorsqu'on a des définitions et qu'on se met d'accord sur un certain nombre de définitions, on peut compter. Compter à la fois d'une manière quantitative, mais aussi qualitative, l'importance du problème. On peut non seulement compter, mais aussi suivre dans le temps les évolutions. Et puis le deuxième aspect qui est vraiment très important pour agir, c'est de pouvoir, à partir de cette dimension ou de l'appréciation de l'importance d'un sujet, c'est aussi de préparer ce qu'on appelle des plaidoyers. Là, c'est à la fois les professionnels, mais aussi les proms que je sensibilise à ce sujet-là. Alors, pourquoi aussi on se préoccupe de la pauvreté et de la précarité dans une école de santé publique et en santé en général? Parce que la santé ne se définit pas seulement, évidemment, par l'absence de maladie ou d'infirmité, elle se définit aussi par le fait qu'il y ait un complet bien-être physique, mental et social. Autrement dit, on se préoccupe non seulement de ce que est le corps de l'individu, mais aussi de toutes les interactions qu'il peut y avoir entre l'environnement, donc social, donc son bien-être est physique et mental, ça je crois que maintenant on a bien acquis ce point-là, mais aussi comment l'environnement d'une personne ou deux groupes de personnes peut interagir avec la santé et avoir un impact, et d'ailleurs réciproquement, sur la santé de ces personnes. Puis plus récemment, en 1986, avec la naissance de la promotion de la santé au moment de la charte d'Ottawa, encore portée par l'organisme de l'ONU qui est la référence dans le domaine de la santé, l'OMS. Donc l'idée, c'est de faire prendre conscience aussi que ce n'est pas seulement une définition négative, mais positive, et donc de mettre en valeur toutes les ressources sociales, individuelles et les capacités physiques des personnes. Donc, la santé, elle comporte aussi une dimension sociale très importante parce qu'il y a une interaction entre chacun et des groupes sociaux et aussi leur santé, d'une part, et d'autre part parce que c'est un état dynamique. Et cet état dynamique, il résulte à la fois de la manière dont un individu, une personne, prend la responsabilité de sa propre santé, mais aussi comment cette responsabilité est aussi partagée par la collectivité et qu'est-ce que donc la collectivité peut faire pour la santé de groupes de personnes. Et ça rejoint évidemment la santé publique, la médecine bien entendu, mais aussi la santé à l'échelon individuel, mais toutes les décisions collectives qui vont être prises et qui vont impacter la santé des personnes. Et puis, depuis l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le droit à la protection de la santé est aussi un droit, fait partie des droits fondamentaux. Alors, je vais commencer par la définition de la pauvreté, ou les définitions. Alors, il y a plusieurs définitions de la pauvreté, mais je vais insister sur une définition particulière qui est admise en particulier dans les organismes de statistiques
En France, c'est l'INSEE. À l'échelon européen, c'est Eurostat. Et où on se met d'accord, c'est-à-dire les pays se mettent d'accord. Donc il y a aussi d'autres définitions à l'échelon international, mais on se met d'accord sur une définition justement qui permet de avoir une idée de l'ampleur du phénomène. Et donc, pour cela, on utilise des définitions qui sont plutôt statistiques. Je vais y revenir, mais c'est un point de départ. Et le point de départ montre qu'il y a un manque en termes de biens matériels ou de position sociale. Et donc, vous voyez qu'il y a à la fois, ça va se traduire sans doute par une définition qui est à la fois statistique, mais sans doute aussi normative, et qui dépend forcément de l'environnement et de la société dans laquelle on vit. Et on part de l'idée qu'on est pauvre quand on n'est pas en capacité de vivre de la même façon que la moyenne des autres personnes de la société. Donc ça se traduit d'une manière simple. Il y a plusieurs définitions de la pauvreté. Je vais utiliser uniquement celle-là aujourd'hui, mais vous en connaissez d'autres sans doute, par au moins une définition qui repose sur la pauvreté monétaire. Et donc, pour un individu ou un ménage, c'est le fait de vivre dans une situation où le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. Donc ça veut dire qu'il faut définir un seuil de pauvreté. Et ce seuil de pauvreté, il est défini par rapport à la distribution des niveaux de vie de l'ensemble de la population. Et à l'échelon européen, par exemple, on dit que c'est les personnes qui vivent au-dessous d'un seuil de 60% de la médiane des niveaux de vie. Donc si le niveau de vie est à 20 000 euros, par exemple, pour une personne seule, vous pouvez calculer quel est le niveau qui correspond à la pauvreté. Donc vous voyez que ça permet de quantifier le phénomène, mais ça ne suffit pas, évidemment, et il y a des auteurs, dont Julien Damon, par exemple, en France, qui, et c'est traduit dans ce tableau, qui aussi met en avant le fait qu'il peut y avoir plusieurs autres approches. Il y a aussi des grands auteurs comme Townsend ou d'autres, mais disons que ça résume ce tableau un certain nombre de discussions, parce qu'il peut y avoir un ressenti à partir du moment où c'est le fait de ne pas vivre selon le même mode que le mode qui est dominant dans votre société. Eh bien, il y a personne, dans la société où on vit, il y a des personnes qui s'estiment elles-mêmes pauvres. Et c'est aussi important de prendre en compte le ressenti. Il y a aussi des aspects de droit social et fiscal qui peuvent définir qui est riche ou qui est pauvre. Et donc la synthèse dans ce tableau, cet auteur vous propose un certain nombre d'approches qui sont soit absolues sur la gauche, pouvoir se nourrir, se vêtir et se loger pour les plus pauvres. Pour les plus riches, c'est vivre des intérêts sur les intérêts de son capital, par exemple. Pour vous donner une approche absolue, pour vous donner une approche relative, c'est les X%, les 60% du revenu médian, ou pour les plus pauvres, 200% du revenu médian. Donc là, on a quelque chose qui est monétaire avec et quantitatif. Pour les approches basées sur le droit social ou fiscal ou plus administratif, pour les plus pauvres, c'est le fait de recevoir le RSA. Pour ceux des plus riches, c'est l'impôt sur la fortune lorsqu'il existe. Et puis, donc, pour les approches ressenties, c'est les gens qui se déclarent pauvres ou riches. Donc, vous voyez qu'il y a aussi, à partir d'une définition seulement monétaire, beaucoup de déclinaisons possibles. Si on reprend la définition monétaire en France, c'est l'INSEE, donc l'Institut national des statistiques, qui économique et j'ai oublié le dernier E, mais en tous les cas qui donc compile l'ensemble de ces données. On peut dire que donc l'évolution sur la gauche, c'est le taux de pauvreté justement au seuil de 60% de la médiane des niveaux de vie, c'est environ 14 à 15% de la population française, qui est quand même une proportion importante, et en millions de personnes, c'est environ 9 millions en 2019. Donc on s'intéresse à un phénomène qui a vraiment une importance très grande. Et évidemment, ce n'est pas seulement des statistiques, parce que derrière ces statistiques, il y a des êtres humains et des femmes et des hommes qui sont concernés. Alors, deuxième aspect, puis
c'est la précarité. La différence entre pauvreté et précarité, il y a une petite nuance, c'est que quand on parle de précarité, on parle d'insécurité. Donc la précarité, et donc c'est une notion qui a été portée par le fondateur ou un des fondateurs d'ATD Carbon, de Joseph Wresinski, dans un rapport au Conseil économique et social. La notion de précarité, elle fait appel à une idée d'insécurité ou d'insécurisation. Et donc, c'est plutôt une cause de la pauvreté, d'une certaine manière, même si ces deux aspects sont extrêmement intriqués. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose, et c'est un point, la précarité, qui est très importante, ou une notion, une nuance qui est vraiment très importante. La précarité, c'est aussi l'état de ce qui est précaire, donc il n'y a pas nécessairement de durée, c'est la notion d'être incertain. Et quand on entend les personnes qui sont dans des situations de pauvreté, et vous en avez sans doute entendu beaucoup dans votre expérience, eh bien, elles distinguent très souvent, de ce que j'en comprends, à la fois le fait de vivre dans une situation de pauvreté, mais aussi le fait d'être ou pas insécure et incertain sur son avenir. Et c'est deux choses qui sont différentes. Et évidemment, la précarité renforce les situations difficiles dans lesquelles elles sont. Donc la précarité, c'est caractérisé par une incertitude, et en particulier sur la possibilité de retrouver dans un avenir proche une situation qu'on peut considérer comme acceptable. C'est forcément subjectif, c'est relatif. Il n'y a pas d'indicateur très facile à calculer, mais néanmoins, là, on voit bien que ça repose sur l'écoute, évidemment, des personnes, et que ça, évidemment, se situe dans un environnement culturel plus ou moins différent. Je voudrais terminer par ce qui est reconnu, et ça va faire le lien avec la présentation de Patrick Brochard, par un certain nombre d'aspects qui reflètent les mutations récentes de situations de pauvreté et de précarité. D'abord, la monoparentalisation. Pendant très longtemps, c'était les familles très nombreuses qui étaient considérées comme pauvres et éventuellement précaires. Aujourd'hui, la tendance, c'est que c'est plutôt de plus en plus les personnes ou les familles qui sont monoparentales. Très souvent, ces familles aussi ont à la tête d'elles une femme, et donc il y a aussi une féminisation de la pauvreté et de la précarité dans le contexte de la monoparentalisation, et on voit que ces tendances-là vont aussi avoir un impact sur le travail et la capacité aussi à être dans le milieu du travail. L'âge, parce que pendant très longtemps, du fait aussi des systèmes de retraite, je ne veux pas rentrer dans un nouveau débat, mais en tous les cas, les pauvres étaient plutôt les personnes âgées sans système de retraite de qualité. Aujourd'hui, c'est plutôt une tendance vers de plus en plus de travailleurs. On est passé de la situation du rural aux urbains, et puis les budgets contraints font aussi que les personnes ont de plus en plus de mal, par exemple, à se loger, et donc rentrent dans des situations de pauvreté et de précarité. Puis enfin, aujourd'hui, et c'est tout le sujet de la journée d'aujourd'hui, il y a plus de pauvres actifs, et les travailleurs pauvres, c'est les personnes qui vivent dans des familles à faible revenu, même avec des emplois stables, et c'est ça qui nous interroge aussi, à la fois dans le domaine de la santé publique, mais aussi social, et au sein de ménages jeunes qui n'ont pas nécessairement accès à une insertion professionnelle stable. Donc, en résumé, deux notions distinctes, pauvreté et précarité, mais qui entretiennent d'étroites correspondances. La pauvreté, c'est l'absence ou l'insuffisance de ressources qu'on peut mesurer avec des critères nationaux ou internationaux basés sur des seuils monétaires. La précarité, c'est la fragilité de revenus et de position sociale avec une situation d'insécurité. C'est des notions distinctes, mais elles ont trois dimensions communes. Et sans doute qu'on va y revenir dans beaucoup de présentations. Les représentations, parce que, évidemment,
ces situations, ces définitions dépendent aussi de la société dans laquelle on vit, dans les textes, les normes et les droits, en particulier sociaux, et puis dans les poches, bien sûr, parce que les budgets sont insuffisants pour accéder au mode de vie dominant dans une société particulière. Je vous rappelle qu'à l'échelon international, l'ONU a fixé comme un des objectifs de développement durable, en particulier à horizon 2030, un des premiers objectifs, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde, et qu'en France, nous avons une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté avec 3 aspects: une action dès la petite enfance, mais aussi un accompagnement vers l'emploi comme un des principaux leviers de sortie de la pauvreté. Là aussi, ça fait un lien avec évidemment notre préoccupation de discussion dans cette journée, et aussi le fait de, parce qu'il faut penser globalement mais agir localement, le fait aussi de mettre en valeur l'ensemble des actions qui sont menées par les collectivités territoriales. Je vous remercie. Et je passe là. Je vous remercie. Et